Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier rendez-vous de l'actu 2019. C'est un honneur donc pour Cathy et moi d'être le premier binôme d'intervenants. Nous allons commencer l'année avec un sujet d'une actualité brûlante en ce jour de grève nationale, Gilets jaunes et protection sociale. Nous avons tous entendu parler de ce mouvement, mais sans forcément prendre le temps d'y réfléchir quant à son origine, ses conséquences à court ou long terme. Nous avons aussi entendu des discours contradictoires à ce sujet dans les médias ou sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que l'exposé que nous vous proposons a pour vocation de vous présenter ce mouvement de façon aussi claire et objective que possible et vous présenter aussi les liens, pas forcément évidents au premier abord, avec la protection sociale. Et effectivement, avec un sujet qui est aussi polémique, nous nous garderons donc de tout jugement de valeur et de prise de parti, autant que faire se peut. Et une fois ces précautions d'usage données, bien, je pense que nous pouvons commencer. Le mouvement des Gilets jaunes, donc en France, est un mouvement social spontané qui est apparu en octobre 2018. Il est majoritairement soutenu par l'opinion publique, malgré quelques fluctuations, et les protestations trouvent un fort écho dans les zones rurales et périurbaines. Le mouvement s'est opéré en 3 temps. Le temps 1 avait été le rejet de l'augmentation du prix du gasoil et de l'essence, avec des débuts de blocage sur les ronds-points. Un deuxième temps qui a été une extension de la protestation vers d'autres enjeux économiques, ainsi que les manifestations organisées maintenant depuis 13 samedis. Et un troisième temps qui était la multiplication et la radicalisation des demandes, notamment politiques. Mais contrairement à d'autres épisodes sociaux de grande ampleur que la France a pu connaître, comme par exemple les grèves de 1995, le mouvement des Gilets jaunes est quand même assez particulier. La première chose, c'est que c'est un mouvement qui est libre de tout parti ou de tout syndicat. Il n'y a pas de corps intermédiaire, ce qui pose des problèmes, notamment quant à la représentation du mouvement. Il y a aussi une forte utilisation des réseaux sociaux et une grande méfiance envers les médias, comme de nombreux baromètres le soulignent, parce que les Gilets jaunes ont peur d'être caricaturés ou stigmatisés dans la presse. Et enfin, ce mouvement s'inscrit aussi dans la durée, puisque cela fait maintenant 13 samedis que des manifestations ont lieu et qu'il est question de la mise en place d'une liste lors des prochaines élections européennes. L'économie est au cœur des revendications des Gilets jaunes, ainsi que la recherche de dignité sociale. Donc, à première vue, il est difficile de relier ce mouvement avec la protection sociale, qui désigne, rappelons-le, les mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Pourtant, les revendications touchent de près les mécanismes de protection sociale. Ce mouvement est d'ailleurs à ce sujet ambivalent, puisque d'un côté, on a un besoin croissant de protection, en termes de pouvoir d'achat, de CSG pour les retraités, et en même temps, une sorte de mouvement anti-protection avec un ras-le-bol finalement de payer pour d'autres alors qu'on ne voit pas à quoi correspondent les cotisations et impôts que l'on verse. Le barème d'ailleurs annuel de l'adresse est éclairant à ce sujet puisque les citoyens ont une approche assez individualiste et auto-centrée de la protection sociale, se concentrant sur ce qu'ils donnent et non pas ce qu'ils reçoivent. Or, c'est cet équilibre entre cotisations versées et allocations finalement reçues qui crée un équilibre qui semble aujourd'hui abîmé, les citoyens ne percevant plus forcément l'utilité de leur contribution. Alors justement, on peut se demander aujourd'hui si le mouvement des Gilets jaunes, c'est plutôt un risque ou une opportunité pour la protection sociale. Et donc nous allons aborder ce thème aujourd'hui à travers deux grands points. Le premier, c'est une crise aux origines profondes, donc dont les revendications premières sont économiques et elles révèlent des enjeux de protection sociale, nous allons vous le montrer. Et dans un deuxième temps, nous évoquerons les réponses politiques qui sont apportées au mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui et éventuellement aborder aussi le fait que ces réponses peuvent permettre de tester de nouveaux dispositifs. Premier point qui semble important, donc, c'est qui sont les Gilets jaunes. On a tous énormément entendu parler du mouvement, sans forcément connaître véritablement la composition politique ou sociologique du mouvement. C'est donc ce par quoi nous allons commencer. Le mouvement est avant tout apartisan. Les Gilets jaunes ne se réclament d'aucun parti ni d'aucun syndicat. Ça ne veut pas dire que le mouvement, lui, est apolitique, puisque les personnes composant les Gilets jaunes sont politisées, votent massivement avec un vote blanc ou une abstention finalement importante et non. Donc le mouvement, lui, en tout cas, ne se revendique d'aucun parti. L'autre élément important, c'est le mouvement
qui mobilise davantage les zones rurales et périurbaines et non pas les métropoles qui, elles, sont davantage intégrées à la mondialisation. Le mouvement, pour cela, illustre les fractures qui peuvent être à l'œuvre au sein du territoire français, décrites par exemple dans les essais de Christophe Guilluy. C'est pour ça que l'on remarque que plus on habite dans une ville grande qui peut bénéficier de cette dynamique de mondialisation, plus le soutien aux Gilets jaunes est assez faible. L'autre élément très important des Gilets jaunes, c'est qu'il s'agit d'une contestation qui est fiscale autour des classes moyennes. Le sentiment d'injustice fiscale y est en fait assez important et lié à l'idée que certains bénéficient d'avantages indus et pas uniquement les plus riches. C'est une injustice donc pour eux venant à la fois l'impression de ne pas bénéficier de la redistribution et de payer pour les plus riches alors que de payer pour les plus pauvres et en même temps aussi pour les plus riches. En effet, en termes de fiscalité, on remarque que l'impôt sur le revenu est peu progressif à cause de nombreuses niches fiscales, alors que la CSG ou les cotisations sociales pèsent davantage sur les classes moyennes, comme l'illustre ce graphique. Les Gilets jaunes sont donc à la fois trop riches pour profiter pleinement des aides, mais trop pauvres pour vivre correctement. C'est pour ça que ce mouvement a pris une forte teinte anti-fiscale. On le comprend d'ailleurs dans un pays où la part des prélèvements obligatoires est très importante par rapport à la moyenne européenne. Alors effectivement, il faut faire quand même attention à tout ça, puisque n'oublions pas que cet argent public, il permet de financer les prestations sociales, qui d'ailleurs en France, plus qu'ailleurs, constituent une part importante des ressources. N'oublions pas que 36% des revenus des foyers sont socialisés. Et donc toucher au financement amènerait inévitablement à une réduction des prestations sociales. Ce qu'il est important de souligner avec ce mouvement, c'est qu'on est dans le ressenti, et notamment une pauvreté ressentie. Là, vous pouvez voir l'évolution du pouvoir d'achat depuis une vingtaine d'années, avec des hauts et des bas, notamment pendant la crise. Mais ces dernières années, l'INSEE a mis en avant une hausse du pouvoir d'achat, donc 1,1% en 2017, et pour le moment, plus 0,6% en 2018. Donc le pouvoir d'achat augmente en moyenne, mais pas de la même façon en fonction que l'on soit dans les classes moyennes ou les classes les plus aisées. Et justement, le revenu des classes moyennes, lui, évolue moins vite que celui des plus pauvres ou des plus riches. Ce qui explique ce sentiment, ce décalage et ce sentiment d'injustice qui naît au sein des Gilets jaunes. Ils ne comprennent pas forcément à quoi servent leurs contributions. La redistribution en France, c'est prélèvements et allocations. Ils sont prélevés, mais en fait ne voient pas vraiment les allocations qui leur sont versées. C'est pour ça qu'ils cohabitent deux tendances en même temps au sein des Gilets jaunes. Un mouvement qui recherche plus de protection via une hausse du pouvoir d'achat, avec un besoin croissant de protection, puisque les gens étant habitués de plus en plus protégés en demandent toujours plus. Et c'est le ralentissement de cette protection qui va faire naître la frustration. C'est le processus qui est décrit par Robert Castel dans l'Insécurité sociale. Et il y a un autre mouvement qui, lui, refuse de payer pour les plus pauvres alors que les plus riches, eux, sont épargnés. Un mouvement qui, lui, est davantage antifiscal et qui risque de menacer le financement de la protection sociale. Alors effectivement, que revendiquent les Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes revendiquent 42 points. Alors évidemment, on ne va pas tous vous les citer, on les a regroupés en 9 enjeux que vous voyez inscrits ici. On remarque d'emblée que l'emploi, les salaires, le logement et la santé sont des enjeux qui sont vraiment en lien avec notre système de protection sociale. Alors par exemple, en matière d'emploi, de salaire et de retraite, que disent-ils aujourd'hui qui impacte notre système de protection sociale ? Eh bien, par exemple, c'est le système de retraite qui est pointé du doigt par les Gilets jaunes, et notamment le système par points qui soulève particulièrement des craintes, avec un risque pour eux d'allongement sur la durée de cotisation. Et puis, selon eux, la réforme, elle ne répond pas du tout à la notion de solidarité et de socialisation. Concernant la prise en charge des personnes âgées, là aussi, ils pointent des dysfonctionnements, tout comme les politiques de l'emploi qui sont au cœur de leurs préoccupations et les politiques de réinsertion professionnelle. Alors, quand on s'attache à la santé, par exemple, les Gilets jaunes, particulièrement, pointent l'absence d'équité dans les droits qui sont offerts en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Alors,
d'autres aspects que ceux que je viens de citer, effectivement, semblent un peu éloignés de la protection sociale comme ça, quand on les regarde. Mais finalement, l'éducation, le transport ou la fiscalité des finances et les finances publiques, finalement, sont quand même un peu en lien avec la protection sociale. Je vais vous donner quelques exemples un peu pointus de ce que revendiquent les Gilets jaunes. Par exemple, ils rappellent que la garde d'enfants, elle est cruciale aujourd'hui pour l'emploi, par exemple, et ils demande à ce que le système de prise en charge des modes de garde soit ouvert aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. Pour les transports aussi, il souhaite que les transports soient plus ouverts et que les fermetures des services publics stoppent. On peut prendre l'exemple des maternités, par exemple. Et puis, c'est la progressivité des impôts, et nous l'avons vu. Et nous le verrons encore. Exactement. Qui est remise en cause et jugée complètement inéquitable dans le poids des ménages, mais ça, nous l'avons évoqué plus tôt. Et puis, pour terminer, il y a la dette publique. La dette publique, c'est une forte préoccupation des Gilets jaunes. N'oublions pas qu'elle est aujourd'hui à 99% du PIB et que ça soulève des enjeux de modalités de son remboursement, bien entendu, mais ça va même au-delà, par exemple, sur des problématiques de lutte contre la fraude fiscale. Alors finalement, quand on repointe l'ensemble des revendications des Gilets jaunes, dans un premier abord, on se dit que le lien avec la protection sociale, peut-être, il n'est pas si évident, mais que quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'on touche à l'équité du système français de retraite, à la fois dans ses modalités de calcul, mais aussi dans les préoccupations de solidarité. Ça touche aussi à l'accès aux droits. La prise en charge en matière de santé, ou bien les politiques de l'emploi et d'insertion, la politique familiale, la fiscalisation, le financement de la protection sociale, la dette publique. C'est pour ça que nous allons voir quelles ont été les réponses apportées par le gouvernement aux revendications des Gilets jaunes. Nous verrons qu'ils sont de deux ordres et parfois en contradiction les unes avec les autres. Et ensuite, nous essaierons de mener une réflexion sur les dispositifs innovants dans leur mise en œuvre qui pourraient répondre davantage aux revendications des Gilets jaunes. Alors effectivement, le gouvernement a mis en place et a engagé un certain nombre de mesures sociales. Alors certaines, effectivement, depuis son installation, et puis d'autres un peu dans l'urgence. Et nous allons le voir, certaines sont même en contradiction avec les décisions qui avaient été prises auparavant. Alors concernant les réformes récentes en matière de protection sociale, le gouvernement a engagé 6 réformes sociales d'ampleur depuis 2017, je vous le rappelle. C'est notamment l'assurance chômage, la formation professionnelle, l'apprentissage, les retraites, la bascule CSG cotisation, le code du travail. Et pour certaines d'entre elles, vous vous rappelez, ont fait l'objet aussi de fortes contestations et de mouvements sociaux. En parallèle, en septembre, le gouvernement a annoncé son plan pauvreté ou des mesures dans le cadre de Ma Santé 2022. Et elles interviennent en partie sur le champ des revendications des Gilets jaunes. Moi, j'ai envie de vous donner l'exemple des hôpitaux de proximité, par exemple, qui vont donner une réponse aux Gilets jaunes sur leurs attentes en matière de territoire. Alors, ces réformes engagées, elles répondent donc seulement en partie aux revendications des Gilets jaunes. Et c'est pourquoi le gouvernement a pris dans l'urgence certaines mesures qui sont censées répondre à leurs attentes. On va prendre l'exemple de la loi du 24 décembre 2018, qui se traduit, elle, pour les entreprises, la possibilité de verser une prime aux salariés en partie exonérés de cotisations sociales et d'impôts. Mais en matière d'heures supplémentaires, par exemple, l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, elle a été avancée et il y a un plafond jusqu'à 5 000 € pour lequel elles ne sont pas imposables sur le revenu. Et puis le recul sur la CSG, bien entendu, pour les retraités les plus pauvres. Et enfin, la revalorisation de la prime d'activité. Et tous ces éléments, pêle-mêle dans cette loi, ont eu un impact finalement sur les prévisions de revenus des différentes catégories. On voit donc un avant et un après les annonces d'Emmanuel Macron. On voit que la réforme de la prime d'activité valorise la première moitié des ménages, tandis que la réforme de la CSG pour les retraités bénéficie surtout aux classes moyennes et que l'exonération des heures supplémentaires touche, elles, les classes les plus aisées. Alors effectivement. Et puis, dans l'urgence, il ne faut pas oublier que
que le gouvernement, il a proposé un grand débat national. Et ce grand débat national, il vient faire écho à la demande des Gilets jaunes du fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et ces mesures prises dans l'urgence, donc la loi, le grand référendum, eh bien, finalement, elles peuvent poser quand même certaines questions. Et la première, c'est celle de l'impact sur les organismes de sécurité sociale. Ici, on a choisi de vous présenter deux exemples un peu concrets, notamment, par exemple, on va prendre l'exemple des CAF, qui ont reçu, donc depuis le 1er janvier, 758 800 demandes de primes d'activité. C'est 28% de demandes en plus que lors de la mise en place de la prime d'activité en janvier 2016. On peut prendre aussi l'exemple de la branche recouvrement qui a mis en place, comme en 2009, des mesures qui permettent aux cotisants donc impactés par le mouvement des Gilets jaunes de bénéficier de délais de paiement, et ce même en l'absence de non-paiement des cotisations salariales et de remise des majorations de retard. Donc, par exemple, donc voilà deux exemples concrets de l'impact de ce mouvement sur les organismes de sécurité sociale. Cela soulève quand même une autre question, c'est celle du financement de ces mesures et de leur impact sur l'équilibre des comptes sociaux. En effet, le coût annoncé de ces mesures est évalué à un peu plus de 10 milliards d'euros au moment même où les comptes de la sécurité sociale étaient censés devenir positifs. Effectivement, et puis il y a bien d'autres questions qui peuvent surgir, et évidemment dans le temps imparti nous n'avons pas la possibilité de toutes les évoquer, mais nous avons choisi de pointer du doigt donc, le grand débat national et l'impact que celui-ci peut avoir sur notre système de protection sociale. Alors le grand débat national couvre 4 grands thèmes que vous voyez indiqués ici, et il en est un, c'est celui de la fiscalité, celui de la fiscalité et des dépenses publiques qui nous pensons pose le plus de risques d'avoir un impact sur notre système de protection sociale. Puisque les questions qui sont posées au cours de ce débat, elles touchent à la justesse et à l'efficacité de la fiscalité, aux économies prioritaires à réaliser et à la suppression de certains services publics. Et là, il ne faut pas oublier que les administrations de sécurité sociale, elles correspondent à presque 50% des dépenses publiques. Et donc, du coup, il faut s'interroger sur l'impact de ce grand débat, sur l'issue qui peut en ressortir. Alors, on a effectivement vu, il y a de nombreux articles, de nombreux essais, de nombreux auteurs et experts qui se sont positionnés sur le sujet. On ne pourra pas tous les citer non plus, donc on a choisi d'en citer deux. On a choisi donc de citer Jean-Claude Barbier, donc, qui est sociologue et directeur de recherche à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pardon. Et donc, lui, il nous met en garde contre un changement radical de notre système social qui pourrait aller jusqu'à une protection extrêmement individuelle, à l'instar de ce que l'on peut trouver en Angleterre, par exemple. Il pense que l'assurance chômage et l'assurance vieillesse sont vraiment eux qui risquent le plus de ce grand débat national. Pourquoi ? Parce que les usagers, on l'a vu tout à l'heure, ont perdu en transparence et en compréhension sur notre système de protection sociale et sur la façon dont il est financé et à quoi les sommes sont affectées. Et en clair, pour eux, pour les Gilets jaunes, il n'y a pas d'équilibre entre ce que les gens payent et ce qu'ils reçoivent. Et c'est vraiment la confiance dans notre système qui est touchée aujourd'hui. Et puis, en deuxième point, c'est l'Observatoire des inégalités, dans un document tout à fait récent, puisqu'il est du 22 janvier dernier, qui indique qu'il devient nécessaire, et là je vais citer, une réforme pour un système fiscal plus juste. Et pourquoi il parle de ça ? Il faut faire surtout très attention, parce qu'en fait, le système fiscal peut, si on y touche, peut amener à rechercher des priorités, finalement, dans le financement, et dans les finances publiques, et pourquoi pas dans celles des administrations de sécurité sociale. Alors finalement, on peut se demander si le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, c'est pas l'opportunité aujourd'hui de tester on va dire des dispositifs innovants de protection sociale. Alors innovants, pas tout neuf, mais en tout cas non mis en œuvre encore. Effectivement, parce que le président Macron a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures, mais rien ne dit que cela suffira à apaiser la grogne des Gilets jaunes. Pour ça que nous avons pris quelques éléments qui sont déjà discutés depuis quelques années et nous interroger si leur mise en place pourrait répondre finalement aux revendications des Gilets jaunes. La première chose, vous l'avez compris, les Gilets jaunes est avant tout une contestation fiscale.
Donc c'est pour ça qu'une refonte du système fiscal pourrait être une réponse apportée aux Gilets jaunes. Nous avons vu que ce système est assez peu progressif du fait de la relative inefficacité de l'impôt sur le revenu à cause de nombreuses niches fiscales. Mais donc finalement l'impôt sur le revenu rapporte à peine 50 milliards comparé aux montants de la CSG qui sont beaucoup plus importants. CSG qui, elle, n'a pas cessé de prendre de l'importance depuis sa création dans les années 90. Rappelons aussi que l'impôt sur le revenu n'est payé que par un Français sur deux. La CSG, elle, a le défaut d'être strictement proportionnelle, qui va donc peser davantage sur les classes les plus pauvres, mais elle fonctionne sans niche fiscale, mais avec un prélèvement à la source, ce qui permet de s'adapter aux évolutions de revenus des uns et des autres. C'est pour ça que certains auteurs, comme par exemple Thomas Piketty, proposent un nouvel impôt qui pourrait regrouper impôt sur le revenu et CSG. Il s'agirait de partir de l'assiette actuelle de la CSG, mais avec un barème qui deviendrait progressif en fonction des revenus. Ce qu'on voit ici, ce serait 2% à 1 100 €, 13% à 5 000, et ainsi de suite. Avec ce barème-là, ce nouvel impôt pourrait rapporter autant que la CSG et l'impôt sur le revenu actuel additionné. En fait, cela permettrait d'apporter plus de lisibilité au système fiscal. Ainsi, les Gilets jaunes se sentiraient moins ponctionnés en comparaison des autres et d'une certaine façon, cela tendrait vers plus de justesse fiscale. Quelques autres éléments qui pourraient être pris en compte aussi, ce serait une fiscalisation de l'assurance maladie ou famille, notamment via une TVA sociale. Dans le financement actuel de la protection sociale, les classes moyennes contribuent finalement le plus en proportion, comme on l'avait vu dans le graphique précédent, à la protection, tout en bénéficiant des taux de remplacement les moins favorables. Donc, dans la mesure où les dépenses de santé ou de famille s'appliquent à tout le monde et non pas uniquement salariés, non salariés, voilà, faire peser ces dépenses-là sur tout le monde permettrait de rétablir une certaine justesse dans le financement et répondre ainsi en partie à l'exigence de justesse fiscale des Gilets jaunes. Ainsi donc, la TVA sociale pourrait être une option, puisqu'elle augmenterait la TVA pour financer les dépenses sociales, tout en permettant parallèlement d'alléger le coût du travail. Après, il y a deux biais qui risquent quand même d'arriver, c'est-à-dire que les entreprises pourraient décider de ne pas répercuter cela sur finalement la protection sociale et décideraient d'augmenter ses marges avec une TVA sociale, et il y aurait aussi un biais inflationniste. Il y a un autre élément aussi qui pourrait être mis en place, c'est celui du revenu de base. Le revenu de base, je ne sais pas si vous le savez, est une revalorisation en fait du RSA et une extension de la prime activité. Donc les deux seraient fusionnés dans une allocation unique et dégressive avec le revenu dont le montant pourrait être automatisé. Elle pourrait aussi regrouper les aides au logement. Donc ce projet de loi fait suite à un rapport du Sénat à ce sujet de l'année dernière. Alors effectivement, sur le revenu de base, il est automatique, mais ce n'est pas le revenu universel dont on a déjà entendu parler, puisque lui, le revenu universel tel qu'il a été pensé, c'est un revenu sans condition de ressources. Ici, le revenu de base est dégressif, c'est-à-dire qu'il n'est plus versé au-delà d'un certain seuil de ressources. Et d'ailleurs, il a été annoncé la semaine dernière, c'est ça, une mise en place d'expérimentation de ce dispositif dans plusieurs départements. Effectivement, et dans la mesure où il pourrait monter jusqu'à 1 700 €, il ne concernerait pas uniquement les personnes les plus pauvres, mais aussi une partie des classes moyennes, puisque rappelons-le, le revenu médian en France est de 1 750 €. Alors pour conclure, l'ensemble de ces éléments nous amène à constater que le lien entre Gilets jaunes et protection sociale, il n'est pas d'emblée si évident que ça. Mais cependant, les revendications qui sont parfois très pratiques sur le fond, emporte d'autres préoccupations, et notamment celle du grand débat national et ce qui va pouvoir en ressortir à l'issue des décisions que prendra le gouvernement sur cette concertation publique. Alors n'oublions pas que la confiance dans notre système est extrêmement entamée et que pourtant c'est elle qui constitue un des fondements de l'acceptation du financement.